Et vu que t'as pas ces valeurs en toi, je te considère pas comme française. Au pire, revends des petites culottes. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamos. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour, pour la petite actu. Je sais plus exactement les sujets que je me suis noté, mais de toute façon, vous allez le découvrir. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, vous allez avoir une vidéo qui va vous plaire. Honnêtement, je peux pas trop vous en dire plus. Enfin, je peux pas. Si, je pourrais, mais je laisse le suspense. Soyez présents vendredi à 18 h. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire Mangeance Malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Sur Twitter, Louis Boyard a vivement été critiqué parce qu'avant de faire une interview, il a enlevé sa montre. Certains l'ont accusé d'avoir une Rolex et de ne pas assumer d'en avoir une. Il a pris la parole pour donner sa version des faits. Le plus triste dans tout ça, et peu importe les parties, pendant que nous, on est en train de nous saigner de tous les côtés, les politiques font des guéguerres pour des montres, pour des chemises, pour des trucs, pour des machins. On vit vraiment pas dans le même monde. Désolé de vous décevoir, mais j'ai pas de Rolex. C'est encore une désinformation supplémentaire et qu'à un moment, va falloir en parler. J'ai cette montre, elle coûte 295 €. C'est mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire des 25 ans. Merci les gars. Je la porte sur plein de vidéos, juste avant les interviews ou les plateaux, comme je parle avec mes mains, que je peux cogner sur des tables ou autres, bah, j'ai pris l'habitude de l'enlever. Et du coup, je sais pas quoi ajouter de plus. En réalité, tout ça a été faux. C'est devenu quotidien pour la France insoumise de devoir affronter des campagnes de désinformation à une échelle internationale. Parce que qui lance ces campagnes de désinformation? Ce sont les réseaux d'extrême droite, les réseaux Bolloré, les réseaux Pierre-Édouard Sterrin, qui eux-mêmes sont liés au réseau Javier Milei en Argentine, ou même au réseau de Donald Trump, qui sont des gouvernements qui utilisent la désinformation comme stratégie dans leur pays. Braquage au Louvre. Comment passer à côté de cette news? La question c'est, est-ce que les bijoux sont vendables ou pas? 7 minutes, 8 pièces inestimables ont été volées, 8 pièces symboliques de notre patrimoine. Et ces pièces représentent l'apogée de la France dans le monde. Non, c'est vraiment l'histoire de France qui est volée en fait. Plus, c'est une valeur patrimoniale immense. Des bijoux napoléoniens du 19e siècle, sertis de milliers de diamants, de perles, de saphirs, d'émeraudes, d'or 465 carats. Ce diadème par exemple est composé de 84 saphirs et de 1083 diamants. Ici, 212 perles et près de 2000 diamants sur le diadème de l'impératrice Eugénie. Des chefs-d'œuvre de l'art joaillier classés, identifiés et donc invendables. Une vente éventuelle ne se ferait qu'au détriment d'une casse. On casserait les pièces pour les dessertir, fondre les métaux précieux et retailler les pièces, les pierres éventuellement, afin de pouvoir les écouler, mais ça me paraît très difficile. Je pense que les malfrats ont un peu sous-estimé cet aspect qui est vraiment très compliqué. C'est un travail assez long et qui nécessite des complicités importantes. Et pour des pièces de cette importance historique, ça me paraît compliqué, mais bon. Or, selon ces experts, ces pièces desserties, désassemblées perdraient leur immense valeur. Alors le jeu en vaut-il la chandelle? Les 4 cambrioleurs sont activement recherchés. Tous espèrent que les bijoux soient retrouvés, encore assemblés. Par chance, la couronne de l'impératrice Eugénie, dernière couronne d'une souveraine française, a été retrouvée, abîmée. Elle a été perdue par les malfaiteurs dans leur fuite. Sur le plateau de CNews, Raphaël Kahn, encore elle j'ai envie de dire, a fait un comparatif entre les bijoux volés et je vous laisse découvrir.
Soyez pas trop choqués, c'est Raphaël Kahn. Non, mais on ne sait pas protéger notre héritage. Mais il y a un terme qui me frappe là dans toute cette séquence depuis dimanche matin, c'est le terme valeur inestimable. Et en fait, valeur inestimable, ça me fait penser, je fais un parallèle peut-être un peu stratosphérique, mais ça me fait penser lorsqu'on a assassiné deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard. On parle des valeurs de notre pays, de ce que l'on transmet. On a en France tué deux professeurs. Et là, aujourd'hui, en France, dans le plus grand musée du monde, le plus prestigieux, on est dans cette guerre contre notre histoire, notre transmission, notre bien commun. Et on dérobe ces bijoux. Après, ce qui m'intéresse... Si on reste un petit peu dans la culture, Pascal Praud a reçu Rachida Dati sur le plateau de CNews. Et c'est vrai que l'éditorialiste était moins en forme que d'habitude. Ces sujets-là. Et reconnaissez les mérites du président de la République de temps en temps, monsieur Praud. Mais je veux bien. Mais je l'ai dit, voilà. Je l'ai dit sur Notre-Dame. Vous pouvez le dire sur les musées, sur le patrimoine. Je vous ai donné les chiffres. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que nous traversons une période quand même compliquée dans beaucoup de sujets. Bien sûr. Sur beaucoup de sujets. Est-il aidé? Les mêmes qui ont été gavés, et maintenant le piétine. Est-ce que c'est normal? Mais ça, c'est tentant. Voilà. Je veux dire, si vous voulez de la fidélité, prenez un chien. Bien évidemment, parce que les gens trahissent. Oui. Mais le premier reproche que je peux faire à Emmanuel Macron, j'en ai qu'un finalement, c'est de ne pas avoir réformé l'État. C'est-à-dire de ne pas avoir pris à bras le corps... Sur le marché du travail, il n'a pas réformé? Sur les administrations, il n'a pas réformé? Sur certaines agences, il n'a pas réformé? Non, monsieur Praud, écoutez, il y a 13 agences qui ne servent... Les agences indépendantes... Rachida Dati est venue au soutien d'Emmanuel Macron. Il y a un autre président, ancien président, qui a besoin de beaucoup de soutien en ce moment, c'est Nicolas Sarkozy. En effet, Nicolas Sarkozy a quitté son domicile en direction de la prison de la Santé, et devant chez lui, il avait beaucoup de manifestants, beaucoup de soutien. Et d'ailleurs, anecdote très marrante, au moment où Nicolas Sarkozy partait, il y a une personne qui a mis sur son téléphone la chanson de La Fouine. Il a pris du ferme, ferme, ferme. Je vous laisse écouter, tendez l'oreille. Je sais pas si Louis Sarkozy est toujours là. Ah, si, il est toujours là, Louis Sarkozy. Regardez le chat. Il y a quelqu'un qui a mis La Fouine. Ah non. Ah, c'est pour m'achever ça. Il y a quelqu'un qui a mis du ferme de La Fouine, mais non. Ah, c'est honteux. Et justement, il y a une personne, on va dire un petit peu connue, Grégory Zaoui, qui a donné son avis sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Pour lui, ça va être très compliqué. Je pense que l'incarcération de Nicolas Sarkozy, pour lui, va être un enfer. Je suis Grégory Zaoui. J'ai passé 4 années de ma vie à la prison de la Santé. Il va tomber de très, très, très haut. Il va arriver dans un espèce de couloir et on va lui prendre toutes ses affaires qu'il ne peut pas garder en détention. Il va passer à la fouille intégrale. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas oser le mettre tout nu pour pas arriver à cette humiliation? Les détenus ont tous la télévision, donc ils vont suivre, donc ils vont savoir à quel moment ils rentrent. Et là, ils vont prendre des poêles, des casseroles, et ils vont taper sur les barreaux des fenêtres. Et je vous parle même pas de ce qui va être les noms d'oiseaux qui vont sortir. Ils vont l'insulter de tous les noms par rapport à ce qu'il représente, par rapport aux lois qu'il avait fait, comme les peines planchées, tout ce qu'il avait pu dire. Ils vont pas le rater, ils vont pas le louper. Quand il ira en promenade, s'il y va, même s'il est seul, il y a des gens qui vont le voir, il y en a qui peuvent le prendre en photo, ils ont des portables dans les cellules. Ça, franchement, ça va être pour lui, ça va être un enfer. Il va être dans une cellule de 9 mètres carrés, avec comme équipement dedans, il va avoir une douche individuelle, un WC,
une plaque vitrocéramique, un frigo, une cabine téléphonique avec la possibilité de téléphoner à 20 numéros, à manger la gamelle, à manger le pain de la détention. Grosse polémique pour l'humoriste Jarry qui a le vent en poupe. En plus, en ce moment, il est accusé par une quinzaine de personnes de propos racistes et sexualisants. C'est incroyable. Il y a des accusations très lourdes, on va le dire, contre Jarry. Il est accusé par 15 personnes tout simplement de propos racistes et sexualisants sur le tournage d'une série. Alors on va rappeler Jarry, l'humoriste, qui était aussi sur France 2. Exactement. Absolument. Humoriste, homme de télévision. Alors, on l'aime beaucoup. Hein. On l'aime beaucoup. Ouais, il a été incroyable chez Voilà. Il a du succès tant dans ses one-man shows que lorsqu'il est à la télévision, etc. Et là, il y a une enquête de Mediapart qui parle du tournage de la série Maison de retraite. Et donc, il y a des témoignages. Alors, Cyril, ça ne va pas vous plaire parce que ce sont des témoignages anonymes. Donc, je le dis avant de commencer. Voilà. Donc, c'est des collaborateurs. Oui, ça va pas me plaire. Je sais. C'est des collaborateurs. Je peux dire ouais, que j'ai mal mis mon slip. Voilà. Oui, alors. Donc, ils font part de leur expérience difficile. Ils décrivent des remarques sexistes, gênantes, humiliantes ou dégradantes. Donc, des exemples. Il y a un acteur noir dans la série qui se voit affublé du surnom de Kirikou et qui a essuyé des réflexions sur ses cheveux crépus. Donc il y a un technicien qui témoigne, il dit il y avait un jeune acteur noir sur le plateau qui ne maîtrisait pas ses répliques. Il lui a lancé un truc du genre « Allez, faut y aller Kirikou ». Il y a eu un grand silence sur le plateau, personne n'a rien dit. Il faut vite tourner, sinon on te verra plus. Il y a un autre témoin qui explique que Jarry touchait beaucoup le corps des jeunes comédiens. Et le témoin dit il est très tactile, il touche beaucoup les abdos, les épaules pour voir s'ils sont musclés. Il y a aussi une technicienne qui cite des vannes tendancieuses en permanence. Je cite ces mots, tout tourne autour du cul. Ça finit par être dégradant, voire humiliant pour les gens. Et il y a des blagues de Jarry qui auraient été faites sur le monstre. Alors le monstre, c'est tout simplement son sexe. Et il aurait dit, à propos d'un homme, non mais c'est le genre de gars un peu fluctuant qu'on a à l'usure bourré à 4-5 heures du matin. Voilà. Et il y a également, pour terminer, des actes de violence. C'est le témoignage de plusieurs témoins qui se recoupent. Le premier jour, il a limite frappé une costumière. Je l'ai vu taper sur sa main. Il a été exécrable de manière arbitraire avec certaines techniciennes, mais aussi en régie, où il a fait des scandales pour des choses complètement futiles, notamment des histoires de gâteaux sans gluten. Voilà. Donc, Jarry dément toute volonté de discrimination, etc. Mais c'est vrai qu'il y a... Ça prend de l'ampleur, cette affaire. Hein. Ça prend de l'ampleur. On a parlé ce week-end. Non, mais ça prend de l'ampleur. Ouais. Ah, vraiment? Ah bah quand même, parce que c'est en fait le point compliqué. C'est Kirikou. Après, dans ce spectacle, il est comme ça. Oui, il parle aux personnes en situation de handicap, il se moque d'eux, les gens sont morts de rire. Il n'y a pas des plaintes. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de plainte. Et Géraldine a raison aussi. Il répond, lui, toujours, que c'est de l'humour à chaque fois. Voilà. Et il n'y a pas de plainte. C'est très bien de le préciser. Quand tu es sur scène avec le public qui est venu te voir pour rigoler, avec un mec qui travaille. Mais c'est totalement anonyme, une fois de plus. C'est Mediapart et c'est anonyme. Moi, honnêtement, j'ai une grosse méfiance. Voilà. Les chéris. Cédric ne s'est pas battu pour montrer qu'il était innocent. Je suis tombé sur une petite vidéo sur Twitter d'un homme qui parle de son papa qui gagnait à l'époque 2500 €, ce qu'il pouvait faire avec cette somme. Et lui, il a dit ce qu'il faisait avec la même somme. Honnêtement, j'ai trouvé ça tellement réaliste parce que c'est ce qu'on vit tous. Non, je suis chauffeur de bus, on va dire. Chauffeur de bus. Voilà. Et en fait, je voulais témoigner en fait sur l'antenne de RMC parce que moi, je vis à peu près la même situation familiale que mes parents, c'est-à-dire que j'ai 3 enfants à charge, lui, il en avait 4. Quand vous dites lui, c'est votre père ? Voilà, mon père. Okay. Mon père était prof toute sa carrière, à hauteur de, en fin de carrière, 2500 €, soit à peu près 19 000 francs, 20 000 francs de l'époque. Ma mère était mère au foyer, ce qui est le cas aussi chez moi, puisqu'on a 3 enfants à charge. Sauf que avec le salaire que je gagne, qui est sensiblement le même, on n'a pas d'alloc. Voilà, parce que je gagne trop. Par contre, mes parents, dans les années 90, avaient les allocations familiales. Et pour vous dire, mon père, mes parents et moi, on avait la chance, avec rien que ce salaire-là, et puis une petite pension d'invalidité que mon père avait, mais qui lui permettait de travailler quand même. J'habite Brest, hein. On avait un appartement de 125 mètres carrés à Brest, dont on était propriétaire. Mon père a réussi à construire de ses mains une maison secondaire dans le Finistère Nord. On avait 2 voitures, on avait un chien, moi et mes 3 sœurs, plus un bateau de plaisance.
Ah oui, avec un seul, tout ça avec un salaire de prof. Ouais. Tout ça avec un salaire de prof et des allocations familiales qui étaient somme toute, à hauteur de ce que gagnaient mes parents. Et vous aujourd'hui, Thomas, si vous gagnez à peu près la même chose que votre père à l'époque, est-ce que vous avez la même situation là? Est-ce que vous avez le bateau, la résidence secondaire? Non, pas du tout. Je vis en HLM et j'ai aucune allocation familiale. Hier, Mila était devant les tribunaux à Lyon où elle était poursuivie pour injure raciale. Elle avait tenu des propos en ligne sur la consanguinité dans les populations maghrébines. Je suis victime quotidiennement depuis mes 16 ans de centaines de milliers d'injures, de menaces, de diffamations dégradantes et toujours plus absurdes. Je me lève le matin en étant traquée, épiée, injuriée et diabolisée en permanence. Alors une fois, j'ai dérapé en réponse à ce torrent de haine. La réponse était maladroite. Je ne regrette pas le fond, mais je regrette peut-être la forme. Mais la forme, d'ailleurs, ne constitue aucune infraction. Les dégâts que provoque la consanguinité sont factuels, appuyés sur la science. De nombreuses études scientifiques qui le révèlent d'ailleurs. Je regrette d'avoir offensé des gens, mais c'est pas parce qu'on offense des gens que ça constitue une infraction. On a assez bien montré, contrairement au procureur de la République, qu'il n'y avait rien à se reprocher, à part peut-être une expression maladroite ou provocante, et que la provocation, ça reste toujours de la liberté d'expression et qu'on est en France et qu'il faut la chérir. Ce qui est extrêmement drôle dans cette affaire, c'est qu'on se dit, bon, elle est maître de ses propos, elle a l'habitude de provoquer sur les réseaux, donc madame va assumer. Eh bien pas du tout. Elle a créé un Tipeee. J'ai créé un compte Tipeee car je mène un combat qui me coûte cher à tous les niveaux. Depuis des mois, je fais face à un acharnement judiciaire qui risque de me faire couler financièrement. Défendre nos valeurs, celles d'une droite fière et sans compromis, à visage découvert sur les réseaux sociaux, c'est un choix risqué. Chaque post, chaque vidéo, chaque prise de parole publique, c'est un pas de plus dans une arène où les attaques pleuvent. Et cela ne m'apporte aucune rémunération, mais je tiens bon, parce que je crois en notre cause, en notre identité et en la nécessité de faire entendre nos voix. Alors il y a un truc que vous devez savoir, c'est qu'en ce moment elle habite en Suisse. Enfin bref. Votre soutien sur Tipeee, c'est bien plus qu'un geste financier, c'est une main tendue pour me permettre de continuer à militer avec force et détermination. Grâce à vous, je pourrai produire plus de contenu, des vidéos percutantes, des actions militantes, des projets qui portent nos idées et être encore plus actifs sur Internet pour faire vivre notre combat. Ensemble, nous pouvons montrer que la peur ne gagnera pas et que nos convictions méritent d'être défendues avec courage. Rejoignez-moi dans cette aventure et anéantissons le gauchisme. Alors, le gauchisme pour Mila, en général, c'est des personnes qui vivent des aides, des assistés, des cafards. Mila, tu es une gauchiste. Non mais je te le dis, t'es là, tu vis en Suisse, mais tu viens quémander l'argent des Français pour des propos que tu as tenus, c'est toi qui faisais la fière sur les réseaux. Il y a un moment donné, il faut assumer. Et c'est même pas une question d'être d'accord ou pas avec les propos. À partir du moment où tu fais quelque chose, il faut assumer. Par exemple, si un jour je prends un procès en diffamation pour une de mes vidéos, je vais pas faire une cagnotte. Je vais assumer, j'ai décidé de faire cette vidéo, personne m'y a obligé. Je l'ai fait, j'en assumerai les conséquences. Et ça, pour moi, c'est être français. Et vu que t'as pas ces valeurs en toi, je te considère pas comme française. Au pire, revends des petites culottes. Scandale dans le monde des parachutistes. Un club de parachutistes dans l'Aube a organisé une petite soirée. Une soirée déguisée, sauf que les déguisements rappelaient des heures sombres. Déguisement du Ku Klux Klan, Blackface, la soirée d'un club de parachutisme dans l'Aube fait scandale. Samedi 18 octobre, à Brienne-le-Château dans l'Aube, une cinquantaine de personnes étaient rassemblées lors d'une soirée d'un club de parachutisme. Le thème de la soirée était les super vilains. 5 membres se sont présentés en tenue blanche du Ku Klux Klan, une société secrète terroriste suprémaciste blanche américaine qui a notamment commis des assassinats, des lynchages, des attentats, des viols, des enlèvements et des incendies d'écoles ou d'églises afro-américaines. Pendant la soirée, devant un grand bûcher en flammes, les 5 parachutistes ont fait semblant d'exécuter 3 autres personnes de la soirée qui s'étaient peint le visage en noir, ce qu'on appelle un blackface, une pratique considérée comme raciste. Cette scène a été filmée par un autre membre du club, qui a ensuite partagé la vidéo dans un canal WhatsApp du club. Selon des témoignages de parachutistes que nous avons recueillis, les personnes qui se sont grimées le visage en noir étaient des pompiers de Paris, également parachutistes. Ces derniers auraient décidé de se faire un blackface en voyant les tenues du Ku Klux Klan portées par d'autres. Prévenus le lendemain, la Fédération française de parachutisme a publié un communiqué de presse sur Facebook. La FFP et l'ensemble des parachutistes sportifs sont consternés par la scène du Ku Klux Klan. La vision de cette scène est glaçante de réalisme. Ce n'est pas du tout un débordement alcoolisé. La FFP a déposé une plainte auprès du procureur et a convoqué en conseil de discipline les 9 personnes identifiées sur la vidéo. On va terminer par la minute énervement. On va parler de Poupette Kenza. Poupette,
elle est dans une situation compliquée, il est possible qu'elle ne récupère pas son argent, alors je me méfie avec elle. C'est peut-être du cinéma. Je peux pas vous en parler parce que c'est pénal et tout, et du coup je sais pourquoi j'ai été saisie. Je peux rien vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai été saisie, c'est pas tout ce qu'ils me reprochent, ce qu'ils me demandent, déjà. Donc ça veut dire, si je travaille là, vous me ressaisir, petit 1, N petit 2, c'est que je vous promets, sur la tête de mes enfants, que c'est pas mérité. Voilà. Je suis désolée parce que quand je fais des erreurs, j'assume. Je répare mes erreurs. Et là, c'est pas mérité. Il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut juste que vous sachiez quelque chose qui est très important pour moi. C'est que dans ma vie, j'ai jamais triché. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Et même quand j'ai mal agi parce que mon cœur, il en ressentait le besoin. Parce que il fallait que j'apaise mon cœur. Il fallait que... Putain, qu'est-ce que c'est dur. En fait, dans ce milieu dans lequel je suis, tu peux pas avoir un cœur. Waouh. Tu peux pas être pur, en fait. Tu peux pas être pur parce que quand t'es pur, tout te tombe dessus. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, il y a une grosse vidéo. Soyez présents à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.